Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Le livre du printemps pour tous les citoyens et surtout tous les contribuables, c'est le vôtre. Où va notre argent? C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est à la fois une analyse du mal fiscal français profond, pourquoi on paye trop d'impôts, mais surtout du mauvais usage de ces impôts. Parce que si on payait beaucoup pour un service excellent, ça passerait. Ce n'est pas le cas. Alors, du côté du diagnostic sur la fiscalité, ce livre est implacable. Vous concluez, si j'ose dire, dès la page 12, la France est le pays le plus mal géré d'Europe. Pire que la Grèce, que l'Italie? La réalité, c'est qu'on paye plus d'impôts qu'en Grèce ou en Italie. On a des entreprises qui sont surtaxées. Je le montre dans le livre, 148 milliards d'euros payés en plus par les entreprises françaises par rapport à leurs homologues de la zone euro et tous les ans. C'est des cotisations employeurs, c'est des taxes sur la production. Et pour les ménages français, on a l'impression qu'on nous a annoncé plein de baisses d'impôts, mais en réalité, par exemple, comme on n'a pas revu le barème de l'impôt sur le revenu, de la vraie inflation, on a payé beaucoup plus d'impôts sur le revenu qu'on aurait dû en 2022. Ça a rempli les caisses. Ça, vous le dites d'ailleurs en 2019, le jour de libération fiscale, quand on arrête de travailler pour ses impôts, mais qu'on travaille pour soi. C'était le 19 juillet et en 2022, c'était le 9 août. On a travaillé plus longtemps encore pour l'État. Donc, on a rempli les caisses quand même, donc on règle le problème de la dette. C'est être civique tout ça. Ce qui est incroyable, c'est que malgré toutes les annonces qu'on a eues, on n'a jamais payé autant de prélèvements obligatoires qu'en 2022. Et paradoxalement, on continue de s'endetter, puisqu'on a toujours un déficit de l'ordre de 150 milliards d'euros par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fois, on assomme nos concitoyens, nos entreprises d'impôts, de cotisations, de taxes, et de l'autre côté, on n'est même pas capable d'équilibrer les comptes alors qu'on est les plus taxés. Et c'est vrai que c'est ce paradoxe français où on voit qu'on paye plus que les autres, qu'on dépense plus que les autres et qu'en même temps, nos services publics se dégradent. Alors, parmi toutes les taxes que vous passez au crible et vous mettez au pilori, il y en a plusieurs centaines en France des taxes. Il y en a une qui a retenu mon attention, c'est la taxe d'aménagement, qui a rapporté 1,9 milliard d'euros en 2021. La moindre cabane de jardin, elle est taxée. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que vous construisez une petite cabane au fond de votre jardin et on est finalement, à partir de 5 mètres carrés, on est taxé. Et au-dessus de 20, ça augmente encore. Et ça augmente encore. Et la moyenne, elle est énorme, parce qu'à Nice, en 2023, c'est 664 euros en moyenne pour 10 mètres carrés. En Île-de-France, c'est 833 euros. Donc parfois même, j'ai des témoignages où la cabane elle-même, elle a coûté presque moins cher que la taxe qu'on nous demande. Mais quel pays taxe aussi la cabane pour ranger ses outils et sa brouette au fond du jardin pour faire son petit jardinage le week-end? Cette folie, elle vient aussi d'une folie normative. Vous avez même compté le nombre de mots. En 2002, il y avait 22,6 millions de mots pour toutes ces normes. En 2021, on est passé à 42 millions, 87% de hausse. C'est quoi cette folie de la norme? Les responsables, c'est nos parlementaires qui légifèrent ou les fonctionnaires? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que nos fonctionnaires alimentent finalement la machine législative de la France. Ce sont eux qui rédigent les lois d'une certaine manière. Les décrets d'application, on le sait. Mais même les lois, les projets de loi et les études d'impact, elles sont hyper faibles. C'est-à-dire qu'on crée de la norme, on crée de la norme, on crée de la norme. La loi climat-résilience, c'est d'ailleurs super paradoxal d'entendre le président de la République dire après on va faire une pause sur les normes. Alors que nous, on avait montré à la Fondation IFRAP que la loi climat-résilience, entre le zéro artificialisation des sols et toute la kyrielle de nouvelles obligations d'isolation, etc., qui arrivaient, et forcément, ça avait un coût énorme. Mais ce coût, dans la loi, dans l'étude d'impact, il n'est pas évalué. On n'évalue pas combien ça va coûter aux entreprises et aux ménages. Et nous, on dit, c'est 100 milliards, c'est ce que je dis dans le chapitre, 100 milliards de coûts des normes sur l'ensemble des ménages des entreprises françaises. On pourrait penser à un grand soir normatif, c'est-à-dire on efface tout, puis on repart de zéro pour faire des normes raisonnables. Mais on pourrait déjà faire ce que font les autres pays. Et d'ailleurs, la Commission européenne encourage à baisser de 25% le poids des normes dans tous les pays. Et les Belges l'ont fait, les Hollandais l'ont fait, les Allemands le font en temps réel. Chaque fois qu'on vote une loi en Allemagne, il y a une évaluation du coût normatif pour les entreprises, pour les ménages. Et on dit, ça va coûter tant. Nous, depuis 2008, on en parle et on n'a rien fait. On a bloqué le truc. On s'en souvient, sous François Hollande, il y avait une équipe qui s'occupait de la simplification. Le choc de simplification. Mais ils n'avaient personne pour travailler avec eux. Ils n'avaient aucun outil statistique. Et donc, on est dans le pays qui dépense le plus, qui a le plus d'agents publics. Mais finalement, en face, on n'a pas les capacités d'évaluer ce qu'on fait peser, à part sur les collectivités locales. C'est le grand paradoxe.
Alors, l'encadrement public, justement, la France, 91,1 agents publics pour 1000 habitants. C'est un record européen. On est à 60 en Allemagne et en Italie. Donc, vous voyez, il y a un gros progrès. Mais on sait bien qu'on a besoin d'infirmières, de policiers, d'enseignants. Donc, si on doit supprimer des postes, on les supprime où ? Ah, c'est justement la bonne question. On est en train de faire une étude, justement, à la Fondation IFRAP. On regarde département par département. Et c'est absolument passionnant parce que quand on prend les 3 fonctions publiques, on se rend compte que dans certains départements, il y a beaucoup plus d'agents que dans d'autres proportionnellement par rapport à la population. Et que si on se mettait à l'étiage de ceux qui ne sont pas suradministrés ou sous-administrés, qui ne sont pas non plus sous-peuplés, eh ben, il y aurait un écart de 500 000 agents en moins. Et c'est exactement l'écart qu'on a avec les pays que vous avez cités tout à l'heure. Donc, il y a des territoires sur lesquels, pour pallier le problème d'emploi privé, on a largement embauché dans le public, tout en réduisant finalement la productivité dans les services publics en question. Et nous avons montré l'absentéisme dans les collectivités locales, mais aussi parfois dans les services de l'État. Et donc, tout le sujet maintenant, c'est de se poser la question, que font les agents qui sont employés aujourd'hui dans nos services publics ? Et est-ce qu'on a le droit de poser la question de la productivité ? C'est un mot tabou en France. C'est un mot tabou, la productivité. On pourrait aussi les faire passer de 35 à 39 heures, dites-vous ? Ça serait quoi, 500 000 postes aussi gagnés en quelque sorte ? Oui, ce serait 500 000 postes gagnés. Et d'ailleurs, on voit bien, ce sujet du temps de travail est un vrai sujet, puisque les 35 heures n'étaient même pas appliquées dans la plupart des collectivités locales. C'est seulement depuis la loi de 2019 où on a dit il faut que les agents travaillent vraiment 35 heures. Ils étaient payés 35 heures, mais ils travaillaient 31 heures, 32 heures. Et donc, ce sujet-là aussi, ça peut être... Et d'ailleurs, quand on compare aux autres pays, les agents publics dans les autres pays, ils sont à 40 heures, ils ne sont pas à 35 heures. Alors, on pourrait continuer comme ça toute la journée. Une taxe aussi, qui est quand même une spécificité française, la taxe sur la succession des entreprises. Jusqu'à 17,4% en ligne directe, près de 25% en ligne indirecte. Ça tue l'économie française, ça ? Ça fait mourir des entreprises ? Bien sûr, mais surtout ça fait partir des familles entières qui partent à l'étranger. Pour que la succession soit mieux gérée. On se souvient de cette une de Libération sur Bernard Arnault qui était scandaleuse, disant... Casse-toi riche con parce qu'il voulait aller en Belgique pour mieux transmettre l'entreprise. Absolument. Et pourtant, c'est un trésor. Les entreprises françaises sont des trésors. Et se dire que les Suédois, qui sont sociaux-démocrates, qui sont État-providence par excellence, depuis 2004, se sont rendus compte qu'il fallait supprimer toute taxation sur les successions-donations. Donc, ils l'ont fait pour garder justement le fondateur d'IKEA, qui était parti en Suisse et qui est revenu grâce à ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est dire, notre plus grande richesse, c'est quoi finalement ? C'est ceux qui vont créer des emplois dans nos territoires. Mais les enfants de ceux-là n'ont rien fait, donc ils héritent, ils n'ont pas forcément mérité. Sauf qu'aussi bien les Suédois que les Allemands, que les Italiens, ils ont compris que si on veut exporter, si on veut garder des grosses PME dans nos territoires, c'est le Mittelstand allemand par exemple, c'est l'industrie, les PMI italiennes. Comment ils ont fait pour les garder ? Eh bien, ils ont réduit à quasi zéro dans la plupart des pays la taxation. Pourquoi ? Pour que justement les entreprises puissent se transmettre dans les territoires. Parce que qu'est-ce qu'on a sinon ? On a des LBO par des fonds étrangers, on a des entreprises qui à la fin disparaissent de France et on a des emplois qui disparaissent. Et donc on s'appauvrit. Et d'ailleurs, pendant que les autres réalisaient ce qui était en train de se passer, nous on a fait quoi ? On a continué à taxer, on a continué les débats parfois très idéologiques. On s'en souvient, France Stratégie avait sorti plusieurs rapports disant qu'on était une société d'héritiers et tout ça. Mais est-ce qu'ils avaient comparé avec les autres pays pour dire est-ce qu'on était plus une société d'héritiers en France qu'en Italie ou en Allemagne ou en Suède ? Non. Est-ce qu'ils avaient vu sur le modèle irlandais, donc ils ont érigé en modèle au Conseil d'analyse économique, que les Irlandais faisaient un abattement de 90% de la valeur des entreprises pour se les transmettre ? Non, ils ne l'ont pas dit. Donc, en réalité, souvent, on a des débats tronqués qui partent sur de faux postulats. On est le pays qui taxe le plus les successions-donations. On est à 0,7 points de PIB, alors que les États-Unis sont à 0,2, la moyenne européenne est à 0,2. Donc là, il y aurait tout à faire et pour se dire, gardons nos entreprises en France. Vous accordez beaucoup de place aussi aux fraudes sociales. On parle beaucoup de fraude fiscale, mais il y a aussi les fraudes sociales. 20 milliards, soit 2,6% de la dépense totale. Le RSA, le logement, la prime d'activité. Est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que c'est une espèce de soupape sociale vis-à-vis d'une population qui en évite qu'elle bascule dans le travail au noir ou dans le vol ? Mais justement, on n'a aucune certitude qu'elle ne bascule pas déjà dans le travail au noir. En plus. Combien de personnes touchent aujourd'hui le RSA ? Et j'ai eu plein d'émissions ces derniers temps avec des personnes qui témoignaient, qui disaient « Moi, je touche le RSA, mais c'est quand même pas assez important, donc je suis obligée de travailler non déclaré à côté. » Et qui finalement trouvaient ça normal. On est dans un pays où finalement,
finalement, on a tellement cette idée de la générosité, de la solidarité, qu'on a oublié qu'en face, il y a des devoirs. Pourtant, ils étaient dans les textes, mais petit à petit, on a oublié ça. Alors qu'au Danemark, alors qu'aux Pays-Bas, alors qu'en Allemagne, alors qu'en Suède, vous avez des aides sociales qui sont généreuses. Mais en face, il y a l'obligation de chercher un emploi. Pourquoi est-ce qu'on a autant de personnes qui sont sans emploi, mais qui ne sont pas comptées dans les demandeurs d'emploi au sens du Bureau international du travail? Parce qu'ils ne sont pas en recherche d'emploi, parce qu'ils ne sont pas obligés de chercher un emploi, parce que finalement, on a des personnes qui sont aidées par les minima sociaux, financées par les impôts et les cotisations des Français, mais qui, en regard, ne font pas cette démarche et parfois fraudent aussi. Donc moi, je dis que c'est la même chose. Fraude fiscale, fraude sociale, on doit être aussi intransigeant avec les deux. On récupère la moitié de la fraude fiscale. Sur la fraude sociale, sur 20 milliards, on récupère combien? 1 milliard à peine? Est-ce que vous reconnaissez quand même que le gouvernement actuel essaye d'aller dans le bon sens? La réforme de l'assurance chômage, le RSA qui va être conditionné, la nouvelle action contre les fraudes fiscales, tout ça, ça participe d'une bonne volonté. Absolument, mais par exemple, il n'y a que 40% des personnes qui touchent le RSA en France qui sont inscrites à Pôle emploi. On devrait avoir 100%. Et que ce soit obligatoire. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Parce que là, ça fait exploser la catégorie A des demandeurs d'emploi de Pôle emploi. Et on n'a plus du tout le même taux de chômage. Le taux de chômage à 7%, il est valable si, en fait, il y a toute une partie des personnes qui sont aidées par la solidarité nationale, mais qui ne sont pas inscrits en réalité dans les demandeurs d'emploi. Donc, il y a certes une démarche souvent qui est la bonne, mais après, souvent on tord la décision publique parce qu'il va y avoir un effet collatéral. L'effet collatéral, c'est doubler la catégorie A de Pôle emploi. J'espère qu'ils vont aller jusque-là, assumer cette idée que finalement, maintenant, il faut que tout le monde soit compté. Un mystère à l'été 2021. Bercy demande à surveiller les comptes courants, en quelque sorte. C'est évidemment refusé, heureusement. Que cherchait Bercy? À mettre la main sur notre épargne pour renflouer la France? L'idée, c'est certainement de pouvoir surveiller en temps réel tout ce qui se passe sur les comptes des Français, mais c'est absolument pas acceptable. Que ce soit fait sur certains parce que justement il y a des risques de fraude fiscale, de fraude sociale, oui, pourquoi pas. Mais que ce soit fait de manière systématique, non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, on a pris l'épargne des gens. En 1945, au Japon, en Allemagne, on a pris 10% mais d'épargne. Mais qu'a proposé le rapport Pisani-Ferry ces jours-ci? Il a proposé tout simplement d'imposer finalement l'épargne des Français, les placements, les assurances vie. Et c'est exactement ce que je dis dans le livre. Attention, vu finalement l'incurie sur la gestion publique, le risque qu'on a, c'est de se retrouver avec des taxes exceptionnelles qui durent, comme après 2008, où on a eu cette taxe sur les hauts revenus qui existe toujours. Et je mets en garde nos concitoyens dans le livre sur le fait qu'on risque d'avoir de nouvelles taxes exceptionnelles, sauf si enfin on s'attaque à une chose, c'est regarder comment utiliser chaque euro d'argent public. C'est notre argent et c'est aussi l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les citoyens ont le droit de savoir où va l'argent public. Où va notre argent? Aux éditions de l'Observatoire. Une partie de la réponse est dans le livre. Agnès Verdier-Molinier. Merci, bonne journée. Merci à vous.